Aujourd'hui, le thème porte sur l'hypertension artérielle. Un mal souvent négligé. C'est une maladie insidieuse. Elle se développe. Nous nous levons chaque jour. Nous vaquons à nos occupations et elle, en nous, elle opère de manière silencieuse. Jusqu'à ce qu'on s'en aperçoive, le mal est déjà fait. Et si nous sommes des plus chanceux, on s'en sort peut-être avec un AVC léger, ou des plus malchanceux avec un AVC irréversible. Mais nous qui sommes ici ce matin, nous ne pouvons que bénir le nom de notre Père parce que même si cette maladie est latente en nous, nous n'avons pas encore atteint l'irréversible. Que gloire soit rendue à son Saint-Nom. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypertension artérielle? C'est une maladie qu'on compte parmi les maladies de civilisation. C'est une affection du système cardiovasculaire qui se traduit par la pression sanguine élevée, anormalement élevée par rapport à la normale. Lorsqu'on va consulter un médecin, il prend son tensiomètre, il jauge et il nous dit vous avez une tension égale à par rapport à la norme qui doit être de 120 sur 80. 120 systolique sur 80, oui, sur 80. Et l'hypertension artérielle, comme vous pourrez le lire, je dis qu'elle est multifactorielle et on va le voir tantôt, multifactorielle, qui peut être sévère, accompagnée de signes graves ou pas, ou elle peut être également aiguë ou chronique, dépendamment du moment où on la décèle et quand on la prend en charge. Et vous le verrez plus tard, je recommande qu'on soit vigilant, que nous veillons sur nous et que nous prenions régulièrement notre tension. En temps et lieu, je vous dirai ce que nous devons faire. Donc, j'aime souvent comparer ou faire voir l'ampleur du mal à travers le monde. Donc, selon l'OMS, l'hypertension artérielle serait responsable de près de 13% de décès dans le monde, soit plus de 7 millions de morts par an. C'est beaucoup. En France, nous sommes en France, selon les autorités sanitaires, en 2016, c'était environ 11 millions. C'est beaucoup. Et chez nous, au Canada, Statistique Canada nous donnait en 2014 environ 5,3 millions de Canadiens de plus de 12 ans qui recevraient un diagnostic d'hypertension artérielle. C'est beaucoup quand même, ces chiffres. C'est beaucoup. Alors, quels sont les facteurs de risque? J'ai dit tantôt, il est multifactoriel. Et si vous avez prêté attention à mes présentations, lorsque je parle des facteurs de risque, il y a souvent, je les oppose en deux, les facteurs sur lesquels nous avons un pouvoir d'action, c'est-à-dire les facteurs modifiables. Et ça dépend de notre volonté. Si nous voulons, nous sommes capables de les modifier. Et des facteurs qu'on ne peut pas modifier ou qu'on peut légèrement modifier. Ça ne dépend pas de nous. Lorsque nous prenons l'hérédité, ça ne vient pas de nous. C'est quelque chose que j'hérite de mes parents. Ma marge d'action, elle est réduite. Cependant, je dis souvent, le pistolet, il est chargé, mais c'est à moi de tirer sur la gâchette ou pas. Donc, nous allons examiner l'hypertension artérielle sous l'angle des facteurs modifiables parce que nous avons le pouvoir d'agir. Et parmi ces facteurs, vous voyez, je vais vous le nommer très rapidement, nous avons le diabète, la carence en potassium. Ça fait partie des éléments sur lesquels je vais m'appesantir.
la sédentarité, l'alcool, l'hypercholestérémie, le surpoids, l'obésité, ce sont tous des facteurs sur lesquels nous pouvons jouer. Je peux, si je suis en embonpoint et que je sais que mon embonpoint favorise l'hypertension, je peux prendre des dispositions pour perdre de poids. Si je suis sédentaire, je peux décider d'être plus active que je le suis. Trop de sel, on va en parler, et le déséquilibre alimentaire. Donc, je vais m'appesantir sur une alimentation déséquilibrée. Et là-dedans, je vais jouer sur deux fronts, le sel et le potassium. Nous, les naturopathes, même les médecins le reconnaissent, il est scientifiquement prouvé qu'en nous, il faut qu'il y ait un équilibre entre le sodium et le potassium. Lorsque ces deux oligo-éléments sont débalancés, il y a risque. On va le comprendre tantôt. Pourquoi cela arrive? Mais d'abord, comprenons ce que c'est que le sel. J'ai dit tantôt que je vais jouer sur deux tableaux. Le sel, le potassium, qui s'inscrit dans une alimentation déséquilibrée. C'est toujours l'alimentation. Parce que nous sommes faits de deux, nos cellules se nourrissent de deux choses, l'oxygène et les nutriments. Les nutriments qui nous viennent d'où? Des aliments. Et les toxines exogènes nous viennent à 90% de notre alimentation. Donc, c'est fondamental. Donc, qu'est-ce que c'est que le sel? C'est un minéral, mais qui renferme deux. On a le sodium à 40% et le chlorure à 60%. Et à quoi sert le sel? Il est nécessaire au fonctionnement, au bon fonctionnement de l'organisme. Lorsque nous sommes en manque de sel, c'est un problème. Lorsque nous sommes en excès de sel également, c'est un problème. Le tout, c'est de savoir équilibrer. N'oublions pas que nous sommes faits de la terre et nous sommes constitués des minéraux provenant de la terre, dont le sel. Alors, le sel, il est bon pour quoi? Le sel, il est bon pour satisfaire nos besoins en sodium. Je l'ai dit tantôt, lorsque nous sommes en manque, c'est un problème. Lorsque nous en avons trop également, c'est un autre problème. Donc, pour satisfaire nos besoins en sodium, équilibrer les liquides et le maintien de la pression artérielle, on va le voir également. En quoi le sel équilibre les liquides intercellulaires. Il sert à donner le goût, il favorise la digestion, il sert de produit de conservation également, parce que dans le vieux temps, quand on n'avait pas de réfrigérateur, on salait les choses. Cependant, le sel, il n'a pas que des avantages. J'ai dit tantôt, un excès de sel a des conséquences graves sur notre santé. Qu'est-ce que ça peut occasionner? La rétention d'eau. Vous pourrez le constater, les gens qui ont un excès, hypertension arrivé, rendu à un moment donné, là, on a les pieds qui s'enflent, des œdèmes, la rétention d'eau, excès de sel. Ça accroît le volume sanguin, et qui dit accroissement de volume sanguin dit hypertension, parce que le volume étant plus important, la circulation va être un peu compromise. Et lorsque nous avons nos artères obstruées par le gras saturé, dont j'ai tellement parlé, le gras saturé, le cholestérol qui obstrue nos artères, évidemment, lorsque le cœur, ce muscle-là, du ventricule gauche va boum, lancer la pression jusqu'à ce que, pour que le sang sorte, ça sort, mais pour passer à travers les artères ayant été bouchées ou obstruées, évidemment, la pression va s'élever parce que la circulation n'est pas fluide. Et où se cache le sel? C'est très important de savoir où se cache le sel. Habituellement, dans les aliments transformés, dans
à la cuisson, dans la cuisine, on ajoute. Et malheureusement, quand on est à table, nous avons notre salier. Et c'est ce réflexe, on rajoute toujours. Est-ce que ça nous fait du bien? Nous allons nous appesantir un tout petit peu sur le sel caché dans l'alimentation. N'oublions pas que les produits raffinés, je l'avais déjà dit, j'en avais déjà parlé dans ma première présentation, les produits raffinés, il n'y a rien de bon. Mais malheureusement, nous les aimons tellement que tout ce qui est néfaste dans ces produits, malheureusement, ça se retrouve dans notre organisme. Donc, environ 77% des produits venant de l'alimentation transformée sont hyper salés. On va les voir généralement dans les sauces, les conserves, dans les aliments que nous achetons, les plats tout préparés. Ce que nous mangeons dans les restaurants, les plats préparés, ce que nous mangeons dans les restaurants, les viandes transformées, c'est les jambons, les hot dogs, ainsi de suite. Ils sont malheureusement hyper salés. J'ai parlé des soupes, les vinaigrettes commerciales, les sauces, tout ce que nous achetons. La tomate, hein, vous achetez, c'est salé, tout est salé. Tout est salé, sucré. Sucré, salé. Juste, nous sommes rendus au point où nos goûts, nos papilles ont été dénaturés. Quand ce n'est pas salé, il faut que ça soit sucré. Sucré, salé. Mais trop de sucre, problème. Trop de sel, problème également. Donc, les collations salées, les croustilles que nous aimons, les rehausseurs de goût, les sauces que nous achetons pour faire nos vinaigrettes, je ne sais pas si, oui, les vinaigrettes commerciales, même les sauces que nous achetons. Hier, j'ai échappé par mégarde, j'ai dit sauce soya. Et j'ai vu la salle trembler un tout petit peu là. Dans sauce soya aussi, oui, je ne vous apprends rien. Quand vous allez en épicerie, vous avez 2 genres de sauce soya. On vous dira sodium tel et moins de sodium. Même quand on vous dit moins de sodium, il est trop salé. Il est trop salé. Alors, tantôt j'ai parlé des 77% d'excès de sel qu'on retrouve dans les aliments transformés ou pré-cuisinés. Nous avons 12% qu'on retrouve tout naturellement dans les aliments que nous mangeons. Savez-vous que les légumes sont salés? Est-ce que quelqu'un doute de cela? Croquer un bout de céleri, il goûte quoi? Donc, tout naturellement, nous avons le sel dans les végétaux. En principe, si nous faisons attention à notre santé, les végétaux, on les mangerait sans ajout de sel. Et ils s'assimileraient normalement pour répondre à notre besoin en sodium. C'est notre Père qui l'a créé pour nous. Et tout ce qu'il a fait est bien pour nous. Donc, 11% de sel surutilisé, ça c'est du sur, de l'excès. 6% sel ajouté à la cuisson et 5% lorsque nous sommes à table. Ce 11%, en principe, il n'a pas sa raison d'être. Il n'a vraiment pas sa raison d'être. Je vous l'avais annoncé que j'ai marqué une pause sur le cube magie. Et pourquoi? Je suis originaire de l'Afrique occidentale. Chez moi, au Togo, les hommes et les femmes sont rendus addicts. Quand le mari goûte le repas et que ça ne goûte pas le cube, madame ne sait pas cuisiner. C'est la vérité que je vous dis. Madame ne sait pas cuisiner. Ça prend nécessairement du cube. Vous allez dans les restaurants, les gens mangent. Ça ne goûte pas cube, ce n'est pas un bon restaurant. Dans les années 80, il y a eu une flambée
d'hypertension, de diabète, beaucoup de cas d'AVC. C'est lié là. L'AVC est relié à l'hypertension. Et pourquoi? Parce qu'on venait faire la promotion du cube magie dans mon pays et tout le monde... Ah, il y a quelqu'un qui appuie. On venait de faire la promotion du cube. Et toutes les ménagères, tu cuisines sans cube, tu n'es pas une bonne cuisinière. Donc, le cube excès à l'excès, bon, évidemment, l'hypertension. Et comme il n'y avait pas de suivi médical, c'était des AVC. Des AVC. Même aujourd'hui, ça n'a pas pour autant baissé. Malheureux. Donc, cet exauceur de goût ou ce condiment très prisé en Afrique, dans les Caraïbes, je ne savais pas que j'allais me retrouver devant mes frères et sœurs en si grand nombre. Mais dès le premier jour, j'avais eu cette réponse que non, 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 on ne l'utilise pas. Je vous en félicite et je vous encourage. Ne retournez pas en arrière. Plus de ça dans vos cuisines. Donc, en Afrique, dans les Caraïbes, en Inde, au Moyen-Orient, le cube est très, très prisé. Il est très prisé. Mais est-ce qu'il est bon? On va regarder ses constituants. De quoi il est fait et vous en jugerez vous-même. Donc, les ingrédients, aussi bien que le processus de cristallisation. Je vais parler du processus de cristallisation en même temps. Le processus de cristallisation consiste à prendre le liquide et le transformer en dur, le durcir et le ramener en morceaux comme nous le connaissons. Habituellement, ses origines, ça vient de la Chine. Donc, c'est loin. Il faut qu'on le conserve de telle manière que sa durée de vie, 2 ans, voire même 3 ans. Et dans ce processus de cristallisation, c'est des produits chimiques qui sont utilisés, des produits chimiques. Et qui dit produits chimiques, on l'a déjà vu. Perturbateurs endocriniens. Qu'on y met pour pouvoir rendre le liquide en solide, afin que ça dure. Maintenant, quand ça arrive dans nos assiettes, on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est le liquide au solide, c'est le processus de cristallisation gorgé de produits chimiques. Et à l'intérieur, le liquide qu'on a fabriqué avant de le cristalliser, qu'est-ce qu'on y a mis? On a mis du glutamate monosodium, neurotoxique. À l'intérieur, d'abord, les éléments constitutifs dépassent 5. J'allais oublier cet aspect. Frères et sœurs, lorsque vous allez faire votre épicerie et que vous prenez les plats cuisinés, tous les produits, prenez le temps de lire les étiquettes. Prenez le temps de regarder les éléments constitutifs. Pour quelqu'un qui prend soin de lui, de sa santé, recherchez les produits naturels. Et en ce qui concerne l'alimentation, nous disons jusqu'à 5 produits, ça peut passer. Mais quand ça dépasse, les constitutions dépassent 5, et pour ce qui concerne le cube magie, je l'ai vérifié, c'est jusqu'à 12. Les 7 autres, on a les additifs, vous voyez tous ces allez les chercher. Cancérigènes, perturbateurs endocriniens. Ensuite, c'est fait à base d'huile végétale hydrogénée, des huiles saturées. Nous parlons de l'hypertension, ce n'est pas surprenant, parce que c'est ce gras qui va obstruer nos artères et qui va empêcher la bonne circulation sanguine. Donc, rien que dans un morceau de cube magie qui va me donner ce bon goût, j'ai quoi? Neurotoxique, cancer, cholestérol. Oui, les conséquences, c'est l'AVC plus tard. Et ceci, on va en consommer à chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, jusqu'à ce que le mal nous rattrape.
En plus de cela, il y a le sel iodé qui dépasse la norme. Morceau de cube, on a jusqu'à 68 grammes, alors que nos besoins journaliers, vous voyez, 1,25. Alors, ce n'est pas la seule chose que nous allons consommer dans la journée. J'ai parlé tantôt des produits transformés, les croustilles, gauche-droite, hein, et tous les autres aliments que nous allons prendre hyper salés. J'ai déjà parlé du processus de cristallisation. Alors, ma recommandation, je ferme cette parenthèse, elle a été un peu grande quand même, mais ça me tenait à cœur de le partager avec vous. Alors, ma recommandation pour les frères et sœurs, si vous voulez donner du goût à vos mets santé, nous avons pas mal d'épices. Des épices qui sont également des alicaments. Parce qu'en rehaussant le goût de nos plats, ils nous donnent des éléments pour combattre la maladie ou pour nous maintenir en santé. J'ai déjà parlé de l'ail, de l'oignon, le persil, le basilic, le romarin. Ils regorgent de beaucoup de nutriments, de minéraux et d'oligo-éléments pour notre santé. J'ai oublié le curcuma, antioxydant, anti-inflammatoire, antiseptique. Alors tout ça, ça va rehausser le goût de nos plats et ça nous donne de bonnes choses pour la santé. Là, je vais parler du potassium parce que tantôt, j'ai dit parmi les facteurs Oui, j'avais annoncé parler du sel et du potassium. Et je disais que le sel et le potassium marchent de pair. Hein, c'est un tandem qui favorise la régulation de la tension artérielle. Alors, qu'est-ce que c'est que le potassium? Le potassium, c'est un minéral également, oligo-élément, qui rentre dans la constitution de nos cellules et qui nous maintient également pour notre santé. Il est indispensable à la vie, le potassium, la régulation de la pression, très important lorsque nous avons assez de potassium. J'ai parlé tantôt de l'équilibre entre le sodium et le potassium. Alors, le potassium, qu'est-ce qu'il fait? Il a l'avantage de diminuer le risque des maladies cardiaques. Nous parlons de l'hypertension artérielle. Il a l'avantage de diminuer les risques d'accidents vasculaires. Il permet à la contraction des muscles. N'oublions pas que notre cœur est un muscle. Et pour que les muscles se contractent bien, qu'ils fonctionnent convenablement, ça prend du potassium. Il favorise le bon fonctionnement de nos reins, des glandes surrénales et il permet à la contraction des muscles. Là, je vous ai mis un dessin. Alors, je dis, faites le plein de votre potassium. Et vous voyez, il n'y a rien d'animal là-dedans. Ce n'est que les végétaux. Et l'avantage des végétaux, c'est qu'ils sont alcalins. Ils sont alcalins. Souvenez-vous, lorsque également cette balance acide et alcalin s'est débalancée, lorsque nous avons un sang acide, un milieu acide, nous faisons le lit à toutes sortes de maladies. Alors qu'un sang alcalin, nous sommes en santé. Également, dans l'hypertension artérielle, nous avons cette pompe, ces deux minéraux qui doivent être balancés, plus de potassium, moins de sodium, nous avons une bonne pression artérielle. Alors, lorsque nous sommes en manque de potassium, qu'est-ce qui peut arriver? Donc, j'ai parlé tantôt de la pompe sodium-potassium. C'est pour cela que nous disons le sel et le potassium forment un tandem dans la gestion ou dans la régulation de la tension artérielle. Et le défi quotidien, comme je l'ai dit, nous devons chercher à équilibrer nos consommations. Mais nous recommandons plus de potassium que de sodium. Et où est-ce qu'on trouve le sodium? Dans les végétaux. Qu'est-ce que j'ai dit? Potassium, merci.
Non, on trouve le potassium dans les végétaux. Ça a été un lapsus. Alors, les bienfaits du potassium, la consommation du potassium est directement liée à une diminution de la tension artérielle. Et pourquoi? Parce que lorsque l'excès de sel augmente le volume de liquide, favorise la rétention, le potassium, lui, au contraire, il fait quoi? Il nous permet d'éliminer. Hein? Il excrète davantage. Donc, il va soutirer le sodium qui s'y trouvait en excès. Et c'est par là que la balance s'équilibre. Hein? En revanche, lorsque la consommation du potassium est faible, il y a rétention. Il y a rétention et nous avons des problèmes au niveau de la circulation sanguine. Là, je passe aux maladies associées à l'hypertension. Je l'ai souvent redit là, hein, les trois mousquetaires qui marchent ensemble. Vous voyez la tête de la tension, il y a le diabète à côté et le cholestérol. Ce sont des amis, des alliés. Ils marchent toujours ensemble. Ils sont solidaires. Ils sont solidaires. Donc, qu'est-ce que ça donne? Nous avons le diabète de type 2 qui n'est pas loin. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. C'est une des conséquences. Et pourquoi le sucre, le gras en bon point, diabète de type 2, obésité, diabète de type 2. Et qu'est-ce qui provoque l'embonpoint et l'obésité? On en a déjà parlé. C'est le gras saturé, c'est le sucre blanc, les produits raffinés. Et on en arrive là. J'avais déjà décrit le processus. Lorsque nous mangeons des produits sucrés, pic de glycémie, pancréas à contribution, ça se balance, l'organisme redemande, on prend. Et nous disons dans notre jargon, le sucre appelle le sucre. Le sucre appelle le sucre. Lorsque l'insuline va le compenser, automatiquement l'organisme le réclame. Et ça va, la tendance, ce n'est pas de chercher quelque chose qui ne sera pas sucré, mais la tendance est d'aller vers le sucre. Donc, et ça remonte. Ce yo-yo, glycémie, insuline, à un moment donné, le pancréas est fatigué. Il n'est plus en mesure de sécréter l'insuline. On retrouve maintenant un excès de sucre. Excès de sucre qui va se transformer en gras, malheureusement. Ça conduit au diabète de type 2. Le dessin que vous voyez, c'est à proscrire. C'est à proscrire. Ensuite, après le diabète, nous avons le cholestérol. Et il est prouvé par des études épidémiologiques qu'environ 40% des personnes souffrant d'hypertension artérielle ont un taux de cholestérol supérieur à la normale. Mais le cholestérol, est-il bon ou mauvais? Tout dépend. Je suis très heureuse. Au moins, vous savez ce que c'est. Mais malheureusement, il est tellement décrié, hein, le cholestérol. On en a besoin. On en a besoin pour le bon fonctionnement. On va le voir. Alors, le cholestérol, il y a le haut et le bas, le high density lipoprotéine, qui est le bon. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est lui qui va chasser le mauvais. Il va balayer. Vous vous rappelez, hier, je disais, lorsque nous prenons assez de fibres, d'aliments avec fibres, c'est eux qui vont nettoyer, qui vont balayer. Et quand nous prenons beaucoup de fibres également, nous aurons du bon cholestérol et non du mauvais cholestérol. Par contre, c'est le mauvais, le low density lipoprotéine. Mon anglais. Je ferme la parenthèse. Donc, le mauvais cholestérol, c'est lui qui va se déposer. Et qu'il vient d'où? Il provient du gras saturé, malheureusement, du mauvais gras. Donc, il va obstruer nos artères et il va altérer également nos artères, les artères altérées ou obstruées, difficulté de circulation sanguine, hypertension, avec pour conséquence les maladies cardiovasculaires, va engendrer les maladies, les AVC. Maintenant,
Que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Alors, mon approche, c'est toujours l'approche naturopathique, c'est toujours l'approche de solution naturelle, approche végétale. Est-ce qu'avec les végétaux, on peut trouver une solution? Oui. Oui. Parce que... Oh, là, je suis encore ici, je suis allée plus loin. Donc, vous voyez, je mets les aliments à proscrire d'abord. Je n'ai pas besoin de m'appesantir là-dessus. On en a largement parlé. Les produits raffinés, la mauvaise, la malbouffe, les viandes, les produits laitiers. Les gras saturés, qui sont comment? Ils sont saturés, ils sont pro-inflammatoires. Hier, j'en avais fait une petite allusion en disant que lorsque nous consommons les huiles végétales que nous avons en épicerie, ces huiles renferment beaucoup d'oméga 6 et les oméga 6 sont pro-inflammatoires. Alors, comment reconnaître une bonne huile? Une bonne huile, c'est celle-là qui, à température ambiante, ne se durcit pas. Mais lorsque vous déposez une huile à température ambiante qui se durcit, le beurre de karité, l'huile de noix l'huile de coco, oui. Mais cependant, l'huile de coco a ce mérite que c'est la seule huile qui ne vire pas à 100 degrés. C'est-à-dire, quand vous le réchauffez, il ne vire pas. Ce n'est pas comme les autres huiles qui deviennent trans. C'est pour cela que nous le recommandons pour les fritures. Oui, l'huile de coco, ceux qui aiment encore les fritures, c'est la seule huile qui résiste. Mais les autres huiles, l'huile d'olive, ce n'est pas recommandé parce que vous allez gaspiller les nutriments. L'huile de lin encore, ce sont des huiles à utiliser à froid. Mais la seule huile que nous pouvons réchauffer, c'est l'huile de coco parce qu'elle est la seule qui résiste à 100 degrés. Mais les autres huiles, à proscrire, elles regorgent d'oméga 6. Malheureusement, c'est ce que nous utilisons. Et il est constaté, c'est scientifiquement prouvé que nous tous, nous avons un débalancement au niveau de nos huiles. Il y a un débalancement entre les oméga 3 et les oméga 6. Tellement nous consommons de plats cuisinés à l'extérieur, nous mangeons dans les restaurants parce que ce qu'on utilise là, c'est des huiles végétales avec beaucoup d'oméga 6. Et les oméga 6 sont pro-inflammatoires. Nous ne voulons pas développer ou avoir des cellules qui sont infectées de substances pro-inflammatoires. C'est pour cela que nous recommandons les huiles à oméga 3 ou les huiles mono-insaturées ou polyinsaturées parce qu'elles sont bonnes pour notre santé. Les aliments riches en potassium, je pense que oui, nous avons, on revient, comme je l'ai dit hier, les céréales, c'est la même chose. Le végétal, les fibres, ça nous donne la santé. Et le potassium, comme je l'ai dit, on en a besoin. Haricots? C'est bon? Ouais, c'est des légumineuses. J'ai mis. Ah, parce que j'ai précisé blanc et je n'ai pas mis le rouge. Mais je n'ai pas tout détaillé là. Cherchez les légumineuses. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. C'est des céréales complètes. J'insiste sur les aliments complets. Parce que les fibres sont très, très importantes. On l'a vu tantôt, c'est les fibres qui vont nettoyer nos artères. C'est les fibres qui vont balayer l'excès le mauvais cholestérol. C'est très important. La digestion, c'est les fibres. Ils vont, comment dirais-je, parer nos parois intestinales contre la porosité intestinale. Et nos bonnes bactéries se nourrissent de fibres. Hier, on l'a vu, bonnes bactéries en surnombre. Nous avons un système immunitaire fort et notre santé en dépend également. Au niveau des légumes, nous avons les épinards, la famille des crucifères, les céréales complètes qui reviennent, hein,
les aliments diurétiques. J'en ai parlé également hier lorsque je parlais des bêta-glucanes. Au niveau de l'artichaut, mon asperge qui revient, le céleri, l'aubergine, la pomme, ainsi de suite. Parce que tous ces aliments, les végétaux, regorgent de composés phytochimiques. Lorsque nous les consommons, ils viennent renforcer notre système immunitaire. Là, je me suis permise de vous faire la liste de quelques aliments, céréales et légumes dans lesquels on peut trouver le potassium. Les lentilles, 100 grammes de lentilles vont nous donner 810 mg de potassium, la date séchée, les épinards, ainsi de suite. La liste, elle est plus longue que ça, mais j'ai pris les hauts de tête. Donc, un régime qui est faible en sel. Je disais tantôt, lorsque nous mangeons les végétaux, puisque les végétaux contiennent du sel jusqu'à 12%, en principe, nous ne devons pas ajouter du sel. Le sel contenu dans les végétaux est suffisant pour nous-mêmes, malheureusement. Donc, un régime faible en sel, composé essentiellement d'aliments d'origine végétale, est le meilleur pour nous aider dans la régulation de notre tension artérielle. Nous sommes dans les solutions naturelles. Je vous donne quelques pistes pour ceux qui souffrent déjà de l'hypertension ou ceux qui cherchent à réguler ou à prendre soin de leur tension artérielle. Les grains de lin. Nous vous recommandons 3 cuillerées à soupe de grains de lin. Rappelez-vous, hier, je disais, les grains de lin, ça ne se croque pas. Prenez soin de les moudre. Oui. Pour ceux qui prennent encore le café, vous avez le petit appareil dont on se sert pour moudre le café. Vous pouvez vous en servir pour moudre les grains, dont les grains de lin. Ce n'est pas conseillé de moudre et de conserver parce qu'il perd très rapidement de ses nutriments et il se rancit rapidement. N'importe, quelle que soit la couleur. Brun ou jaune, ça passe. Doré, c'est ça, ça passe. C'est le grain de lin. Oui, pourquoi pas, oui, oui. C'est le... Non, non, vous prenez les graines. Les graines. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça passe. C'est de bonnes choses. C'est vrai qu'il ne faut pas abuser de bonnes choses, mais quand même, ça nous fait du bien. Si vous vous rappelez hier, les grains de lin rentrent dans quoi? Dans le cancer du sein, n'est-ce pas? Hein? Les lignanes qui rentrent dans le traitement des cancers de sein, les cancers hormonaux dépendants d'ailleurs, les hommes aussi, contre la prostate, vous voyez? Donc, c'est bon. Oui, c'est ça. Donc, le lin, ça nous fera que du bien, pas de mal. Pas de mal. Et il renferme de surcroît les oméga 3, plus les fibres qui me sont chères. Les fibres, c'est très important. Vous voyez? On y gagne. Oui, les fleurs d'hibiscus. Savez-vous? Oui. Oui. Vous savez que le bissap ou les fleurs d'hibiscus peuvent nous aider dans la gestion de notre pression. Vous le savez? Alors, comment le consommez-vous? J'aimerais savoir. Je voudrais savoir. Jus, là, qu'est-ce que ça veut dire, jus? Ben c'est ça. C'est ce que je voulais entendre. Moi, ok. Pas de sucre ajouté. Ceux qui veulent en faire, ceux qui veulent faire une boisson familiale, vous pourrez le sucrer, mais avec du sucre frugal, c'est-à-dire
les dattes. Vous trempez le bissap ou vous faites bouillir avec, vous passez et puis ça le sucre de manière naturelle. Mais de grâce, pas de sucre ajouté. Si vous ajoutez le sucre et que vous pensez régler votre problème d'hypertension, vous faites fausse route. C'est pour cela que je demandais comment est-ce que vous le prenez. Alors, nous conseillons que vous preniez une tisane de fleurs d'hibiscus sans ajout. Évidemment, c'est assez acide. Et c'est pour cela que nous disons non, de grâce. Pour traiter l'hypertension, de grâce, vous le prenez comme ça. Donc, c'est pour ça que nous recommandons de le boire avec une pipette, juste pour ne pas éroder, je ne sais pas si c'est le terme, l'émail dentaire. Une paille, c'est mieux. Et également parce qu'il renferme beaucoup de manganèse, nous ne recommandons pas plus d'1 litre par jour. Pas plus d'1 litre par jour. Donc voilà, c'est ça que j'ai mentionné, mais je pense avoir, oui, 3 tasses d'infusion par jour de jus de bissap, ça favorise la gestion. Donc là, oui, j'avance. Oui, à cause de l'acidité, donc j'en ai parlé tantôt. Là, une autre solution pour vous aider à gérer votre pression artérielle, nous vous recommandons des vasodilatateurs. Vasodilatateurs, c'est quoi? Ce sont des aliments, lorsque vous les prenez, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dilater les artères. Et ça permet une circulation fluide du sang. Et parmi oui, ces vasodilatateurs, nous avons l'ail. Et hier, je vous disais l'ail cru. Cependant, c'est quand il est écrasé qu'il libère ses effets. Donc, de l'ail et de la betterave. Le jus de betterave, il est très excellent. Il est très excellent. Vous pourrez l'essayer. Alors, en conclusion, je dis, la pression artérielle, c'est quelque chose que nous pouvons très facilement ignorer. Parce que par négligence, on oublie. Aller prendre sa tension, ce n'est pas important. Jusqu'au jour où les conséquences se manifestent. Mais hélas, je recommande à vous tous de connaître votre pression artérielle. C'est très important. Parce que quelquefois, il m'est arrivé, je suis allée chez mon médecin, interrogez-vous, vous consultez les médecins, je le fais une fois en passant. Il prend ma tension, il dit, Madame Combat, votre pression. Je dis, non, ça, ce n'est pas ma pression. Je connais ma pression. Il reprend une deuxième fois, élevé. Je dis, non, ce n'est pas ma pression. Il dit, si. Je dis, non, ce n'est pas ma pression. Oui, je connais ma pression. Donc, il me met dans un isoloir et il fait ses tests pendant 1 heure de temps, 6 fois. Et il fait le calcul. Je dis, ça, c'est ma pression. Donc, c'est important de savoir sa pression. Parce que ce qui arrive lorsque nous allons dans le cabinet du médecin, ils n'ont pas assez de temps. La première prise, les chiffres qui sortent, ils vous disent que c'est ça. Pourtant, ce chiffre peut avoir été conditionné par, soit vous avez couru, le stress, vous arrivez, pas de repos, on vous prend. Donc, connaissez votre tension. Lorsqu'on vous dira, vous pourrez refuter ou admettre les chiffres qui vous seront donnés. Alors, je dis, si vous consultez et que le médecin vous dit, vous avez une pression élevée, vous faites partie du milliard d'individus pour qui on a diagnostiqué l'hypertension, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. N'oubliez pas que vous avez la possibilité d'actionner sur la gâchette ou pas. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé ou bien de faire partie du million des victimes de l'hypertension artérielle parce que vous avez le pouvoir entre vos mains. Ma recommandation, mangez, vivez sainement, bougez et vous serez surpris des résultats avec l'aide de Dieu.
Et très rapidement, mes 4 présentations, si vous avez prêté attention, j'ai mis beaucoup d'emphase sur l'alimentation parce que l'alimentation est la porte d'entrée de toutes les toxines. Nous sommes faits de nutriments et d'oxygène. C'est très important de faire attention. Et j'ai également insisté sur le respect des facteurs naturels de santé. C'est très important parce que nous avons en nous une réaction innée qui permet à notre organisme de se mettre en branle dès lors que les facteurs naturels de santé sont respectés, pour nous guérir de nos maux, tous les maux dont nous avons vu, les maux relevant de notre mode de vie et de notre style de vie. Donc, nous avons la possibilité, dès lors que nous donnons à notre organisme, cette réaction innée nous permettra d'être en santé. Je vais le répéter et le redire, notre santé est entre nos mains. Si nous optons pour les bonnes habitudes, pas de problème, nous serons en santé. Mais si nous optons pour les mauvaises habitudes, nous mettons la main sur le gâchis et les conséquences peuvent être irréversibles. Pour ma part, c'est vrai qu'en début d'année, nous sommes à la fin de l'année, en début d'année, les gens vont faire des vœux. Je vais maigrir, je vais être en santé, je lutte contre telle addiction. Mais habituellement, nos vœux ne vont pas loin, ce ne sont que des vœux pieux. Tout simplement parce que nous sommes des humains, nous n'avons pas le pouvoir d'agir. Mais celui-là seul qui a le pouvoir et le faire et qui peut nous l'accorder afin que nous remportions des victoires. Mon vœu pour vous, c'est de pouvoir vous tourner vers celui-là afin qu'il nous donne cette capacité. Il nous dit, sans moi, vous pouvez rien. Vous pouvez rien. La génétique est là. Mais nous avons le choix de laisser la génétique prendre le dessus ou de réduire et d'inverser les maladies qui sont latentes en nous. Avec l'aide de Dieu, c'est mon vœu qu'il nous donne ce pouvoir et le faire selon son bon plaisir, afin que nous puissions entretenir ce corps qui ne nous appartient pas, mais qui est le temple de son esprit, qu'il ait du plaisir à cohabiter en nous et que nous aussi nous puissions en retour lui rendre ce qu'il nous a prêté en sacrifice agréable. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde une bonne santé. Une fois de plus, merci pour votre attention soutenue et je voudrais croire que vous mettriez en pratique tous les conseils que j'ai eu à partager avec vous. Merci encore.